Nous allons aborder maintenant des parties plus calculatoires, en particulier au travers de l'analyse mathématique. Nous sommes toujours dans l'étude de cas de McLean et Anderson, qui a été une étude de cas un peu fondatrice des plans d'expérience en formulation lorsqu'on est en présence d'un domaine sous forme de polyèdre convexe. Et nous sommes arrivés dans la partie analyse mathématique, c'est-à-dire que les séquences précédentes nous ont conduit d'abord à proposer une matrice d'expérience, donc une liste de 15 expériences. Nous avons ensuite passé du temps sur l'analyse globale de la variation des résultats, et nous allons maintenant, parce qu'on a envie de trouver mieux, passer sur la construction du modèle. C'est l'objet de l'analyse mathématique que l'on fera suivre juste après d'une partie analyse statistique dans la séquence suivante. Alors revenons très rapidement sur des concepts qui ont été énoncés en cours. Et là encore, les études de cas sont faites pour mettre en œuvre des exemples un peu plus conséquents que le mélange binaire sable et gravier qui a servi à établir beaucoup de choses dans la partie cours. L'analyse mathématique des résultats va servir à estimer les P coefficients du modèle et les N résidus. Concrètement, dans l'exemple de McLean-Anderson, les 10 coefficients, puisqu'on utilise la forme canonique du modèle polynomial de degré 2, et les 15 résidus, pourquoi? Parce qu'on a mis en œuvre 15 mélanges. Au total, nous avons 10 plus 15, 25 inconnus, et on ne dispose que de 15 mélanges, donc 15 équations. Et donc, il manque des équations. Alors, traditionnellement, c'est la méthode des moindres carrés, et on a explicité ça dans la partie aspect mathématique, qui va générer les équations manquantes au travers d'une matrice dite matrice d'information. Et vous voyez apparaître en bas l'équation matricielle qui permet de calculer les coefficients du modèle. On va revenir sur cette équation. La méthode des moindres carrés est une méthode qui a plus de 200 ans aujourd'hui, qui a été proposée conjointement par l'allemand Gauss et le français Legendre. Et dans le cadre des plans d'expérience en formulation, cette méthode, on va le voir, peut parfois présenter des limites. Ça ne sera pas le cas dans l'exemple de McLean-Anderson. On peut trouver des limites quand on utilise beaucoup de constituants. Et il peut y avoir des méthodes alternatives. Il est important de le signaler, même si ça fait l'objet d'un chapitre dans les aspects un peu plus théoriques. La régression Ridge et la régression PLS sont souvent des manières de contourner un des inconvénients de la méthode des moindres carrés, qui est lié à la nature des variables. Les variables, c'est les proportions des constituants. Alors, je vous invite, lorsque vous mettez en œuvre la méthode des moindres carrés sous Excel, parce que tout le monde ne dispose pas forcément d'un logiciel, et qu'en présence de 3, 4, 5 constituants, il est assez facile de mettre en œuvre la méthode sous Excel, de dessiner la dimension des différentes matrices sur une feuille de papier avant de vous précipiter dans la feuille de calcul Excel. Donc vous voulez partir de la matrice d'expérience. La matrice d'expérience, elle fait 4 colonnes parce que nous avons 4 constituants. Elle fait 15 lignes parce que le maillage empirique du domaine expérimental a conduit les expérimentateurs à faire 15 mélanges. Et vous voulez passer de la matrice d'expérience à quoi? Au vecteur des coefficients. On voit que le vecteur des coefficients nécessite de faire des produits, de transposer des matrices, d'inverser même des matrices. Alors, la première des choses à faire, c'est de passer de la matrice d'expérience à la matrice du modèle. On a vu en cours qu'il s'agit d'une extension appropriée de cette matrice. On a donc rajouté des colonnes. Puisqu'il y a 10 coefficients à estimer, la matrice du modèle va faire 10 colonnes sur 15 lignes. Ensuite, on voit dans l'équation qui est en bas qu'on aura besoin d'une part de la matrice X, mais on a besoin de sa transposée. La transposée d'une matrice, ça consiste quelque part à coucher la matrice. Et ensuite, on a besoin de faire le produit de la transposée de X par X. C'est ce qu'on appelle la matrice d'information. On reviendra un petit peu plus tard sur cette matrice. Et enfin, on inverse la matrice d'information. Il ne reste plus qu'à recopier le vecteur des réponses. Ici, l'intensité lumineuse exprimée en candela, faire le produit de transposé de x par y, et enfin, prémultiplier ce produit, transposé de x par y, par la matrice de dispersion. La matrice de dispersion, c'est l'inverse de la matrice d'information qui est notée transposé de x, x-1. Alors, ça vous paraît un petit peu rapide. Néanmoins, retournez dans la partie qui s'appelle aspect mathématique, où
l'origine de ces matrices est expliquée à partir d'un petit exemple qui met en œuvre deux constituantes de façon à ce que vous puissiez voir directement à l'écran les différentes matrices sur une feuille de calcul Excel. Et enfin, bien, tous ces objets mathématiques prendront vie dans l'atelier Excel qui sera associé à cette étude de cas, et vous les verrez réapparaître avec leur vraie valeur, notamment le vecteur des coefficients que vous voyez apparaître ici. Voilà. Donc le but de l'analyse mathématique, c'est d'estimer les paramètres du modèle, bêta 1, bêta 2, bêta 3, bêta 4, ainsi de suite. Bien, on les a estimés. Alors généralement, les paramètres, on les note avec des lettres grecques, c'est ce que vous voyez en bas à gauche, eta égale bêta 1 x1 plus bêta 2 x2. Et les estimations de ces paramètres, on les note avec des lettres latines, B1, B2, B3, B4, B12, etc. Alors, abstenez-vous d'interpréter directement ces coefficients en cherchant à regarder tout de suite est-ce qu'il y a des coefficients qui sont forts et des coefficients qui sont faibles. N'oubliez pas que ces coefficients vont être multipliés par les régresseurs x1, x2, x3, x4 et surtout par des produits x1, x2, x1, x3, x1, x4, et donc abstenez-vous de tirer une quelconque information dans un premier temps de ce vecteur des coefficients. On en tirera de l'information sous forme graphique, mais ça fera l'objet d'une séquence ultérieure qui s'appelle analyse graphique. À l'instant, vous avez calculé les coefficients. Et vous allez en faire quoi? Eh bien, ces coefficients, vous allez écrire l'équation du modèle, et vous pouvez remarquer ici que finalement, en 1966, alors qu'il n'y avait pas Excel, alors qu'il n'y avait pas de tableur, alors que naturellement, on utilisait et rareté ceux qui pouvaient le faire, des langages de programmation sur peut-être des systèmes avec des cartes perforées, eh bien regardez, on arrive à trouver à peu près les mêmes coefficients que McLean-Anderson, ou du moins McLean-Anderson ne s'était pas trop trompé dans l'estimation de leurs coefficients. N'oubliez pas qu'en 1966, ce n'était pas forcément aussi simple qu'aujourd'hui d'inverser ici une matrice 10-10. Voilà. Donc pour la petite histoire, McLean-Anderson ont trouvé une équation qui est tout à fait vraisemblable et comparable à ce qu'on trouve aujourd'hui. Je vous rappelle qu'il y a un rapport de 10-3 candela entre l'expression du tableur Excel et l'expression de McLean-Anderson, puisque les intensités lumineuses, leur unité d'affichage, c'est 10-3 candela. Alors, une fois que l'on dispose du vecteur des coefficients, dont je rappelle on ne peut rien faire à cette étape-là, on va tout de suite calculer l'autre produit de l'analyse mathématique qui est le vecteur des résidus. Pour ça, on va se servir des réponses calculées par le modèle. On peut les obtenir de deux façons, soit en faisant le produit de la matrice X par le vecteur des coefficients, soit en faisant directement le produit de la matrice H, dont on a déjà parlé à propos des leviers, et du vecteur Y, ce qu'on avait appelé un projecteur. Et par soustraction terme à terme des éléments de ces deux vecteurs, Y et Y chapeau, on obtient le vecteur des résidus. Alors c'est le vecteur des écarts, mais traditionnellement, quand on utilise la méthode des moindres carrés, les écarts, on les appelle des résidus. Et ce vecteur des résidus, le voici calculé, on nous dit que lors de la première expérience, qui était finalement la plus mauvaise, vous aviez mesuré 75, alors j'escamote le 10-3 candela, et le modèle vous restitue 62 candela, donc vous avez un écart de 13 candela. Pour la meilleure expérience, et c'est là que le drame va commencer à apparaître, la meilleure expérience c'était celle qui est située tout à fait au bas du tableau, où vous aviez mesuré 425. Le modèle vous restitue 330, soit un écart de 95 candela, et un écart là où vous avez envie d'aller, c'est-à-dire là où l'intensité lumineuse est maximale. C'est-à-dire, tiens, le modèle passe assez loin du point expérimental dans un langage un petit peu coutumier. Alors ce vecteur des résidus, prenez du temps pour le regarder, prenez du temps pour le dessiner. Alors dessinez-le de façon brute dans l'unité de mesure. Je sais que les logiciels peuvent vous proposer d'autres types de résidus, des résidus standardisés, des résidus de student. Non, regardez les résidus dans l'unité de mesure, parce que vous serez capable d'apprécier l'ordre de grandeur. Et qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que, par exemple, pour le sommet 6, le sommet 8, le sommet 4, le sommet 3, les résidus sont relativement petits et sans doute très acceptables, oui, mais vous êtes dans une zone qui n'est pas forcément la plus intéressante pour les expérimentateurs. Et par contre,
Si ça se passe à peu près bien presque partout, ben, ça se passe plutôt mal au centre du domaine. Et le centre du domaine, c'est l'endroit justement que vous cherchez à améliorer. Donc voilà déjà une première limite qui est passée d'ailleurs sous silence dans la publication de McLean-Anderson, mais qui a évoqué pas mal de commentaires dans d'autres publications complémentaires. Donc d'un point de vue analyse mathématique, dès que vous avez le vecteur des coefficients, calculez tout de suite le vecteur des résidus et faites-en une représentation graphique. Non pas pour chercher à vérifier la normalité, mais pour vérifier si quelque part il n'y a pas des résidus qui sont grands, en particulier dans la zone que vous avez envie d'améliorer. Alors, je dois à cette étape-là faire, pour les gens qui mettent en œuvre les calculs, que ce soit avec un tableur ou que ce soit avec un logiciel, faire une remarque d'ordre méthodologique et numérique. Pour obtenir les coefficients, vous avez mis en œuvre la méthode des moindres carrés et voyez qu'à un moment donné, vous avez été amené à inverser une matrice qu'on appelle la matrice d'information. Et pour inverser une matrice, encore faut-il que son déterminant ne soit pas nul. Si vous travaillez dans l'espace des constituants, le déterminant de cette matrice vaut 2, 10, moins 27. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas nul, mais quelque chose qui est très petit. Et en fonction de votre algorithme d'inversion, vous risquez de propager des erreurs. Alors une façon de se sortir élégamment de ce problème, qui est récurrent dans les plans d'expérience en formulation, dès lors que vous subissez la contrainte relationnelle somme des xi égale 1, eh bien, une façon de contourner ce problème quand un algorithme ne permet pas d'inverser, c'est de transformer le problème ou de transporter le problème dans l'espace des pseudo-constituants. Alors on a vu à plusieurs reprises dans cette étude de cas, notamment dans la partie qui consiste à fabriquer la maquette du domaine, qu'il y a une homothétie entre les deux espaces. Cette homothétie, j'en rappelle ici la formule, et donc vous pouvez refaire la même chose en remplaçant la matrice X par la matrice Z, où vous avez les proportions des pseudo-constituants. Et au miracle, bien, vous voyez que votre déterminant, même s'il reste encore petit, est quand même beaucoup moins petit que le précédent, à peu près 10 puissance 13 fois plus grand. Donc classiquement, quand vous utilisez des logiciels, alors quand vous utilisez Excel, vous pouvez, à mon sens, ne pas passer par les transformations en pseudo-constituants, à condition de ne pas avoir des déterminants plus petits que 10-50, pour vous donner un ordre de grandeur. Ça peut surprendre certains auditeurs, mais ça marche. Quand vous utilisez des logiciels, vous avez souvent, ça peut être intéressant de faire la remarque à cette étape, une case à cocher où on vous demande si vous voulez l'expression du vecteur des coefficients dans l'espace des constituants ou dans l'espace des pseudo-constituants. Alors je vous rappelle, voilà ici le vecteur dans l'espace des constituants. Je vous rappelle que ces coefficients, vous n'en ferez rien si ce n'est un dessin plus tard. Donc les résidus seront les mêmes dans l'espace des pseudo-constituants ou dans l'espace des constituants. Par contre, d'un point de vue algorithme de calcul, il est toujours conseillé de faire les calculs dans l'espace des pseudo-constituants. Ici, j'ai conservé l'espace des constituants, d'une part parce qu'Excel inverse sans problème cette matrice. On verra dans l'analyse statistique les conséquences complémentaires et que ça permet de retrouver ce qu'avait fait McLean et Anderson en 1966. Donc voilà, nous sommes arrivés au bout de l'analyse mathématique. 2 points clés. On a choisi une méthode, c'est la méthode des moindres carrés. On en a présenté d'autres dans la partie plus théorique de ce cours sur les plans d'expérience en formulation. La méthode des moindres carrés va produire dans la partie mathématique le vecteur des coefficients et le vecteur des résidus. Passer beaucoup plus de temps sur l'analyse du vecteur des résidus à cette étape que sur l'analyse du vecteur des coefficients, qui est source d'erreur d'interprétation, même pour des gens qui ont un petit peu l'habitude. Il vaudra mieux dessiner une figure que l'on peut faire à partir de ces coefficients. Et ensuite, devant le nuage des résidus, il faut se poser la question, quelle confiance peut-on accorder au modèle qui, finalement, quelque part, provoque des résidus pas trop grands par endroit, mais un résidu très grand, justement, à l'endroit où on voulait aller, c'est-à-dire au centre du domaine où on cherche à maximiser l'intensité lumineuse. Bien, ce sera l'objet
de l'analyse statistique qui va faire l'objet de la séquence suivante, de nous aider à quantifier ce que l'on observe ici. Donc vous voyez encore, finalement l'analyse mathématique est facilitée par la mise en œuvre de tableurs, voire de solutions informatiques, mais avant de vous précipiter sur des outils statistiques, prenez le temps de regarder en particulier le nuage des résidus pour voir si le modèle passe près des points qui sont les plus intéressants pour vous. Voilà, c'est là-dessus que je vais conclure pour la partie analyse mathématique avant de vous retrouver, j'espère, dans la séquence suivante consacrée à l'analyse statistique. Merci encore de votre attention.